J'ai voyagé 18 heures pour assister au mariage de ma sœur. En arrivant, mes parents m'ont bloqué l'entrée. Va-t'en. C'est réservé à la famille, tu n'es pas sur la liste des invités. Dévasté, je suis parti. 3 jours plus tard, maman m'appelle, le mariage a coûté 38 000 $. C'est toi qui paies. J'ai éclaté de rire et lui ai dit quelque chose. Elle est restée silencieuse. Je m'appelle Wanda Goodwin. J'ai 32 ans. J'ai toujours été le genre de personne qui essaie de voir le bien chez les gens. J'ai grandi dans une petite maison sur Maple Street dans une ville appelée Oak Haven. Mes parents, Richard et Patricia Goodwin, m'ont élevé ainsi que ma sœur cadette, Elise, qui a maintenant 28 ans. J'étais la responsable, celle qui a trouvé un travail à 16 ans, qui a payé sa propre voiture, qui a financé ses études au Community College tout en faisant des doubles services dans un dîner. Elise était le bébé. Elle était douce, adorable, et ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. J'ai accepté cela il y a longtemps. C'était juste comme ça. J'aimais ma famille, et je croyais, malgré tout, qu'ils m'aimaient aussi. J'ai quitté Oak Haven à 24 ans. J'ai décroché un poste d'hygiéniste dentaire dans une ville appelée Miller S. À environ 18 heures de route. Je ne suis pas parti parce que j'étais en colère. Je suis parti parce que l'opportunité était trop belle pour la laisser passer. Je me suis construit une vie tranquille là-bas. Je louais un petit appartement avec une fenêtre donnant sur un parking. Mais c'était le mien. J'avais une routine. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je payais mes factures à temps. Je suis sorti avec quelques personnes, mais rien de sérieux n'a duré. Je pense qu'une partie de moi attendait toujours de sentir que j'étais assez bien pour quelqu'un. Mes parents m'appelaient une fois par mois, généralement pour me parler de quelque chose de merveilleux qu'Élise avait fait. Élise a eu une promotion dans son agence de marketing. Élise a acheté une nouvelle voiture. Élise s'est fiancée à un homme nommé Julien qui, apparemment, marchait sur l'eau. Selon ma mère, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Je n'ai jamais voulu autre chose que le meilleur pour ma sœur. Puis l'invitation au mariage est arrivée. C'était une belle carte couleur crème avec des lettres dorées. J'ai ressenti une vague d'excitation. Je n'avais pas vu ma famille depuis près de 2 ans. Le mariage était prévu pour le premier week-end de juin dans un vignoble à environ 1 heure d'Oak Haven. J'ai immédiatement demandé un congé. Mon patron, le Dr Chen, était un homme bon et il a approuvé la semaine sans hésitation. J'ai planifié le trajet. Je partirai le mercredi soir, conduirai toute la journée du jeudi et du vendredi, et arriverai le vendredi soir, juste à temps pour le dîner de répétition. J'allais leur faire une surprise. Je n'avais dit à personne que je venais parce que je voulais voir l'expression sur le visage d'Élise quand j'entrerais. J'ai acheté une nouvelle robe, une robe bleu marine simple mais élégante. J'ai dépensé plus que je n'aurais dû, mais je voulais être belle pour le grand jour de ma sœur. Le trajet était long. 18 heures au volant à travers 3 États, passant devant des champs sans fin et de petites villes. J'ai écouté des livres audio et bu trop de café. J'avais mal au dos et les yeux me brûlaient, mais j'étais rempli d'une énergie nerveuse et vibrante. J'ai pensé à mon enfance. J'ai pensé à la fois où Élise a cassé le vase préféré de notre mère. Et j'ai endossé la responsabilité parce que je ne voulais pas la voir pleurer. J'avais 10 ans. Elle en avait 6. Ma mère m'avait regardé avec une telle déception et m'avait dit, « Wanda, tu devrais être plus raisonnable. » Ce n'était pas moi, mais j'ai quand même accepté la punition. J'ai pensé à la façon dont j'avais cumulé 3 emplois pour aider mes parents à payer la robe de bal d'Élise quand j'avais 19 ans. J'ai pensé au fait que je n'avais jamais entendu mon père dire qu'il était fier de moi. J'ai pensé au fait que je conduisais 18 heures pour une sœur qui oubliait parfois de me rappeler. Mais je me suis dit que c'était comme ça que les familles fonctionnaient et qu'il fallait bien que quelqu'un soit le plus fort. Quelqu'un devait être présent. Je suis arrivé au vignoble le vendredi soir, juste au moment où le soleil commençait à se coucher. L'endroit était magnifique. Des rangées de vignes s'étendaient à perte de vue, et le bâtiment principal était une grande structure en pierre avec des guirlandes lumineuses tendues sur la terrasse. Mon cœur battait la chamade alors que je garais ma voiture sur le parking en gravier. Je pouvais voir des gens se rassembler près de l'entrée, vêtus de beaux habits. J'ai lissé ma robe, arrangé mes cheveux et attrapé le petit cadeau que j'avais apporté.
C'était un ensemble de bougeoirs en cristal que j'avais trouvé dans une petite boutique près de mon appartement. Je l'ai trouvé parfait. Je me suis dirigé vers l'entrée, mes talons crissant sur le gravier, un sourire se dessinant déjà sur mon visage. J'imaginais le visage d'Élise en me voyant. J'ai atteint l'entrée, qui était une grande arche en bois couverte de fleurs blanches, où se tenaient deux hommes en costume noir avec des presse-papiers. C'était la sécurité. Je ne m'y attendais pas. Je me suis approché d'eux et j'ai dit « Bonjour, je suis ici pour le dîner de répétition. Je suis la sœur de la mariée. » Le plus grand des deux hommes m'a regardé, puis a baissé les yeux sur son presse-papier. Il a parcouru la liste, son doigt glissant lentement sur le papier, puis m'a regardé de nouveau avec une expression vide. « Je ne vois pas votre nom ici, mademoiselle. » J'ai ri un peu, pensant qu'il devait y avoir une erreur. « C'est Wanda. Wanda Goodwin. Je suis la sœur d'Élise. Je suis sûr d'être sur la liste. » Il a secoué la tête. « J'ai un Goodwin ici. Richard et Patricia, et Élise Goodwin, la mariée. Mais pas de Wanda. » Mon sourire a commencé à s'effacer. « Ce n'est pas possible. Pouvez-vous vérifier à nouveau ? Peut-être que c'est orthographié différemment. » Il a vérifié à nouveau, plus attentivement cette fois, son doigt traçant chaque nom. « Je suis désolé, mademoiselle. Vous n'êtes pas sur la liste. Cet événement est réservé aux invités. » Je suis resté là, figé un instant. Je pouvais voir mes parents à l'intérieur, à travers les portes vitrées du hall principal. Ma mère riait, la tête renversée en arrière, sa main sur le bras de mon père. Il se tenait avec un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. J'ai sorti mon téléphone pour appeler ma mère. Il a sonné 2 fois et elle l'a renvoyé sur la messagerie vocale. J'ai essayé mon père, il n'a pas répondu non plus. J'ai essayé Élise. Son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. J'étais exclu. Je me suis mise sur le côté, loin de l'entrée, le cœur battant à toute vitesse. J'ai rappelé ma mère. Cette fois, elle a répondu, sa voix était sèche. « Qu'est-ce que c'est ? On est en plein milieu de quelque chose. »« Maman, je suis dehors. Je suis venu pour le mariage. J'ai conduit 18 heures. Mon nom n'est pas sur la liste des invités pour le dîner de répétition. » Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre de la musique et des bavardages en arrière-plan, puis la voix de ma mère est revenue, plus basse cette fois. « Wanda, tu ne nous as pas dit que tu venais. Je voulais faire la surprise à Élise. » Ma mère a soupiré, un son que je connaissais très bien. C'était le soupir de l'inconvénient. C'est un petit événement. La liste des invités a été finalisée il y a des mois. Nous n'avions pas prévu ta venue. Le lieu est strict. Il n'autorise pas de personnes supplémentaires. J'ai senti mes yeux commencer à piquer. Je suis sa sœur. Maman, je ne suis pas une personne supplémentaire. Je sais. Mais tu aurais dû répondre à l'invitation. On pensait que tu ne venais pas parce que tu n'as jamais rien dit. Tu fais toujours ça, Wanda. Tu débarques et tu t'attends à ce que tout le monde s'adapte à toi. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je n'avais pas répondu à l'invitation parce que je voulais leur faire une surprise. J'avais conduit 18 heures. J'avais dépensé de l'argent que je n'avais pas pour une robe, un cadeau et de l'essence. Et elle agissait comme si j'étais un fardeau. Peux-tu juste sortir ? On peut parler ? Je ne peux pas partir maintenant. On accueille le cortège nuptial. Écoute, pourquoi n'irais-tu pas trouver un hôtel et on trouvera une solution pour demain ? Peut-être que tu pourras venir à la cérémonie. À la cérémonie. Elle n'était même pas sûre que je puisse venir à la cérémonie. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père apparaître à la porte vitrée et me regarder à travers la vitre. Son visage était sans expression. Il n'a pas fait de signe de la main. Il n'a pas souri. Il a juste regardé pendant une seconde, puis s'est retourné et est rentré à l'intérieur. Il savait que j'étais là et il est parti. Ma mère parlait toujours au téléphone, mais je n'écoutais plus. Je l'ai entendu dire « Wanda, tu es là ». J'ai raccroché. Je suis resté là 1 minute de plus, regardant les fenêtres illuminées du bâtiment où ma famille était réunie sans moi. Un garde de sécurité m'a jeté un regard compatissant mais n'a rien dit.
Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Je suis monté, je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai laissé les larmes couler. J'ai pleuré pendant environ 10 minutes, puis j'ai essuyé mon visage, démarré le moteur et conduit jusqu'au motel le plus proche. C'était un endroit bon marché avec une enseigne vacillante qui disait « The ». Je me suis enregistré, je suis allé dans ma chambre et je me suis assise sur le bord du lit dans ma robe bleu marine. J'ai regardé le cadeau que j'avais apporté, les bougeoirs en cristal. Je les ai posés sur la table de chevet. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'ai juste fixé le plafond, rejouant le moment où mon père s'est détourné de la porte vitrée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de vide dans la poitrine. Le soleil traversait les rideaux fins de la chambre de motel, projetant une lumière pâle sur la moquette usée. Je n'avais pas enlevé ma robe de la veille. Je me suis assise lentement et j'ai regardé mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué. J'avais conduit 18 heures pour être avec ma famille le jour le plus important de la vie de ma sœur, et ils n'avaient même pas pris la peine de voir si j'allais bien. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude couler sur ma peau jusqu'à ce qu'elle commence à refroidir. Je me suis habillé d'un jean et d'un simple t-shirt. Je n'avais pas de plan. Je ne savais pas si je devais me présenter au vignoble ou rester à l'écart. Ma mère avait dit que je pourrais peut-être venir à la cérémonie, mais elle n'avait rien confirmé. J'ai décidé de retourner au vignoble vers midi. La cérémonie était prévue pour 16 heures. Je me suis garé sur le même parking en gravier, mais cette fois, je suis resté dans ma voiture. J'ai regardé les gens arriver. J'ai vu mes parents sortir de leur voiture. Ma mère portait une robe rose claire et un chapeau à large bord. Mon père était en costume gris. Il marchait bras dessus bras dessous vers l'entrée, riant avec un autre couple. Ils n'ont pas regardé autour d'eux. Ils ne m'ont pas cherché. J'ai vu les parents de Julian, un couple à l'allure riche qui possédait une chaîne de concessionnaires automobiles. J'ai vu quelques personnes que je reconnaissais du lycée, mais pas beaucoup. Je suis resté dans ma voiture pendant 2 heures, à regarder le cortège nuptial arriver. Je n'ai pas vu Élise, elle était probablement dans une suite nuptiale quelque part en train de se préparer. Je me suis demandé si quelqu'un lui avait dit que j'étais là. Je me suis demandé si elle s'en souciait. À 15h45, je suis sorti de ma voiture. Je me suis dirigé vers le lieu de la cérémonie, qui était une zone herbeuse derrière le bâtiment principal, surplombant les vignobles. Des chaises étaient disposées en rangées soignées et une arche florale se dressait à l'avant. Il y avait une foule d'environ 100 personnes qui se mêlaient et prenaient place. Je me suis approché de l'entrée de la zone des sièges, où se tenaient les mêmes gardes de sécurité. Le même grand homme m'a reconnu. Il avait un regard plus doux cette fois. « Je suis désolé, mademoiselle. Je n'ai toujours pas votre nom sur la liste. » J'ai pris une grande inspiration. Je suis la sœur de la mariée. Je suis de la famille. S'il vous plaît, laissez-moi juste rester au fond. Je n'ai pas besoin d'une place. Je veux juste voir ma sœur se marier. Il a hésité, puis a regardé son collègue. L'autre homme a haussé les épaules. Le grand homme s'est écarté. D'accord. Restez au fond, s'il vous plaît. Ne causez aucun trouble. J'ai hoché la tête et je suis entré. Je me suis tenu derrière la dernière rangée de chaises, près d'un grand chêne. Je pouvais voir mes parents au 2e rang. Ma mère s'éventait avec un programme. Mon père regardait sa montre. La musique a commencé, un quatuor à cordes jouant une douce mélodie. Le cortège nuptial a commencé à descendre l'allée. Julian se tenait à l'avant avec ses garçons d'honneur, magnifiques dans un costume bleu marine. Puis la musique a changé et tout le monde s'est levé. Élise est apparue au bout de l'allée, au bras de mon père. Elle était magnifique. Sa robe était en dentelle blanche, ajustée en haut et fluide en bas. Elle avait un voile qui attrapait le vent et flottait derrière elle. Son visage était radieux. J'ai senti une boule dans ma gorge. Malgré tout, j'étais heureuse pour elle. J'ai applaudi quand elle a atteint l'autel. J'ai souri quand ils ont échangé leurs vœux. J'ai essuyé une larme quand ils se sont embrassés. C'était une belle cérémonie, et j'étais reconnaissante de l'avoir vue. Quand ce fut terminé, les gens ont commencé à se diriger vers la zone de réception, qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment principal en pierre. J'ai regardé mes parents passer devant moi.
Ma mère a jeté un coup d'œil dans ma direction, nos yeux se sont croisés une fraction de seconde. Son expression n'a pas changé. Elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué à marcher, la main sur le bras de mon père, comme si j'étais une étrangère au mauvais endroit. Je suis resté là, seul, pendant que la foule se dispersait. J'ai envisagé de partir. J'avais vu la cérémonie. C'est pour ça que j'étais venu, n'est-ce pas? Mais une partie de moi, une partie têtue, voulait voir si quelqu'un me parlerait. Je me suis dirigé vers le bâtiment de la réception, il y avait une table d'enregistrement à l'entrée avec une liste de noms et de plans de table. Une jeune femme avec un presse-papier m'a souri. S'il vous plaît? Wanda Goodwin. Elle a parcouru la liste, son sourire s'effaçant. Je ne vous vois pas ici. Êtes-vous l'invité de quelqu'un? Non, je suis la sœur de la mariée. Elle avait l'air mal à l'aise. Je suis désolé, mais aucune place ne vous est attribuée. Le dîner est un repas assis avec des tables assignées. Si vous n'êtes pas sur la liste, je ne peux pas vous laisser entrer. Je suis resté là, regardant par-dessus son épaule dans la salle de réception. Je pouvais voir les tables dressées avec des nappes blanches et des centres de table. Je pouvais voir mes parents assis à une table près de l'avant. Je pouvais voir Élise et Julien à la table d'honneur, riant avec leur cortège. Il y avait 100 personnes à l'intérieur, mangeant, buvant et célébrant, et j'étais dehors, sans cadeau, sans invitation, sans place. Je me suis retourné et je suis parti. Je suis remonté dans ma voiture et je suis retourné au motel. J'ai commandé une pizza dans un endroit en bas de la rue et je l'ai mangée seul dans ma chambre. J'ai pleuré à nouveau, mais cette fois, les larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de lucidité. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. J'ai réalisé que j'avais couru après une famille qui ne voulait pas être rattrapée. Je suis resté au motel 2 jours de plus. Je n'ai appelé personne. Personne ne m'a appelé. J'ai un peu roulé dans Oakhaven, passant devant la vieille maison de Maple Street. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. La balançoire du Porsche que mon père avait construite avait disparu. Le chêne dans le jardin de devant avait grandi. Je suis passé devant le dîner où je travaillais, celui où j'avais économisé chaque centime pour acheter ma première voiture. J'ai pensé à la fille que j'étais alors, si désireuse de plaire, si désespérée d'approbation. J'ai pensé à la façon dont j'avais passé ma vie à prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas beaucoup. J'ai décidé, assise dans ma voiture devant ce dîner, que c'en était fini. J'en avais fini d'être celle qui se présente et se fait refouler. J'en avais fini d'être celle qui donne et donne sans rien recevoir en retour. J'ai fait mes valises le 3e jour et j'ai commencé le trajet de 18 heures pour retourner à Miller S. J'étais à environ 4 heures de route quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu. Sa voix était tendue. Wanda, où es-tu? Je rentre à la maison. Tu es parti. Tu n'as même pas dit au revoir. J'ai serré le volant plus fort. Il n'y avait personne à qui dire au revoir. Je n'étais sur aucune liste d'invités, tu te souviens? Elle a ignoré le commentaire. Nous devons parler du mariage. Qu'y a-t-il à ce sujet? Les coûts. Le mariage a coûté 38 000 $. Ton père et moi avons versé la compte, mais nous ne pouvons pas couvrir le reste. L'accord avec Élise et Julien était qu'ils nous rembourseraient. Mais ils disent qu'ils n'en ont pas les moyens maintenant qu'ils envisagent d'acheter une maison. Le solde nous revient donc. J'ai attendu. Je savais où cela menait, mais je voulais l'entendre le dire. Et eux? Nous avons besoin que tu aides avec les paiements. Nous avons mis ton nom sur le contrat en tant que garante. Nous avons dit à l'organisatrice du mariage que tu couvrirais le reste. C'est 38 000 $. Tu vas le payer. Le monde sembla devenir silencieux autour de moi. J'ai garé la voiture sur le bord de l'autoroute, mes mains tremblantes. Vous avez fait quoi? Nous avons mis ton nom. Tu es l'aîné. La responsable. Tu as un bon travail. Nous savions que ça ne te dérangerait pas. C'est pour le mariage de ta sœur. J'ai laissé échapper un rire. Ce n'était pas un rire heureux. C'était un rire de pure incrédulité. Vous m'avez exclu du mariage. Vous ne m'avez pas mise sur la liste des invités. Vous ne m'avez pas donné de place.
Vous avez fait comme si je n'existais pas. Et maintenant, vous me dites que vous avez usurpé mon nom sur un contrat de 38 000 $? Nous n'avons rien usurpé. Nous avons juste ajouté ton nom comme contact secondaire. C'est une affaire de famille. Tu fais partie de cette famille. Je ne fais pas partie de cette famille, ai-je dit, ma voix basse et stable. Vous l'avez très clairement montré quand vous m'avez repoussé à la porte. Vous l'avez montré quand vous m'avez regardé dehors et que vous êtes parti dans l'autre sens. Je ne paierai pas un seul centime pour un mariage auquel je n'ai même pas été autorisé à assister. La voix de ma mère s'est élevée. Wanda, ne sois pas dramatique. Nous n'avions pas de place. C'était un petit lieu. Tu es arrivé à l'improviste. C'était ton choix. Mais c'est ta sœur. Tu lui dois ça. Tu as toujours été celle qui a de l'argent. Tu n'as pas de famille à toi. Tu n'as pas de mari ou d'enfant. À quoi d'autre vas-tu dépenser ton argent? Ces mots ont coupé plus profondément que tout ce qu'elle m'avait jamais dit. Elle a réduit toute ma vie à néant. Pas de mari, pas d'enfant, pas de famille à moi, donc mon argent était à elle pour le dépenser. Je suis resté silencieuse un moment, laissant les mots s'imprégner, puis j'ai recommencé à rire. Cette fois, c'était un vrai rire. C'était le rire d'une femme qui venait de réaliser qu'elle avait été une idiote pendant 32 ans. J'ai dit, en riant encore, je ne paierai pas un seul centime. Et tu sais quoi d'autre? Je vais m'assurer que ce contrat soit annulé, parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser mon nom sans ma permission. Vous n'avez pas le droit de m'exclure de votre vie et ensuite d'exiger que je paie pour ça. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ma mère est devenue silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration lourde et rapide. Elle n'était pas habituée à ce que je dise non. Elle n'était pas habituée à ce que je résiste. Si tu ne paies pas, ça ruinera ton crédit. Ton nom est sur les papiers. L'organisatrice du mariage te poursuivra. Je la verrai au tribunal. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient encore, mais mon cœur se sentait léger. Je suis resté sur le bord de l'autoroute pendant quelques minutes, regardant les voitures passer à toute vitesse. Puis j'ai pris une grande inspiration, j'ai mis la voiture en mode conduite et j'ai continué le voyage de retour. Je n'étais pas la même Wanda qui avait quitté Oakhaven 3 jours plus tôt. Cette Wanda-là était désespérée d'amour. Cette Wanda-ci était prête à se battre. J'ai passé la semaine suivante dans un état de calme détermination. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas rappelé ma mère, même si elle m'a laissé 7 messages vocaux. Les premiers étaient furieux, exigeant que je l'appelle immédiatement. Les derniers étaient plus doux, presque suppliants, où elle disait des choses comme « Wanda, parlons-en comme des adultes » et « Ton père est très en colère contre toi ». J'ai supprimé chacun d'eux sans écouter jusqu'à la fin. Je savais ce qu'ils essayaient de faire. Ils essayaient de me culpabiliser pour que j'obtempère. Ils avaient passé toute ma vie à m'entraîner à être celle qui cède, qui arrange les choses, qui se sacrifie. Mais cet entraînement avait finalement perdu son effet. J'ai commencé par faire des recherches sur mes droits. Je suis allé à la bibliothèque publique près de mon appartement et j'ai passé un après-midi sur leurs ordinateurs à chercher des informations sur le droit des contrats et l'usurpation d'identité. J'ai appris que dans mon État, si quelqu'un signe un contrat à votre nom sans votre connaissance ou votre consentement, cela est considéré comme frauduleux. Un contrat n'est juridiquement contraignant que si vous étiez présent et avez accepté les conditions. Je n'avais fait ni l'un ni l'autre. Je n'avais jamais parlé à l'organisatrice du mariage. Je n'avais jamais signé de document. Mes parents avaient simplement donné mon nom et mes informations à un vendeur et lui avaient dit que je serais responsable du paiement. Ce n'était pas un contrat. C'était du vol. J'ai appelé une ligne d'assistance juridique le lendemain. Une femme nommée Denise a répondu. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a laissé échapper un petit sifflement. Donc, vos parents vous ont mise comme garante pour une dette de 38 000 $ sans vous le dire, et ensuite ils ne vous ont même pas invité au mariage. C'est exact. Elle est restée silencieuse un moment. Avez-vous des documents? Des textos, quelque chose où ils admettent avoir fait ça sans votre permission? J'ai pensé à l'appel téléphonique. Je ne l'avais pas enregistré, mais j'avais les messages vocaux. J'ai des messages vocaux. Ma mère en a laissé plusieurs. Dans l'un d'eux, elle dit que je dois payer parce que mon nom est sur le contrat. C'est bien.
Gardez-les. Ne les supprimez pas. Connaissez-vous le nom de l'organisatrice du mariage ou du lieu? J'ai le nom du vignoble. Le mariage a eu lieu à un endroit appelé Oak Valley Vineyard. Denise m'a donné quelques conseils. Elle m'a dit d'envoyer une lettre officielle à l'organisatrice du mariage expliquant que mon nom avait été utilisé sans mon consentement et que je n'étais pas légalement responsable de la dette. Elle m'a dit de l'envoyer par courrier recommandé pour avoir une preuve de livraison. Elle m'a également dit de déposer une plainte auprès des 3 principales agences d'évaluation du crédit, en plaçant une alerte à la fraude sur mon rapport de crédit. De cette façon, si mes parents essayaient d'ouvrir d'autres comptes à mon nom, cela serait signalé. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'avais un plan. J'ai rédigé la lettre ce soir-là. Je me suis assise à ma petite table de cuisine avec un stylo et du papier, écrivant avec soin. J'ai fait simple. J'ai expliqué que j'étais Wanda Goodwin, que je n'avais jamais autorisé l'utilisation de mon nom comme garante pour des frais de mariage, que je n'avais signé aucun contrat et que je n'étais pas responsable de la dette. J'ai inclus mes coordonnées et demandé à l'organisatrice de retirer mon nom de tous les documents. J'ai terminé la lettre en déclarant que si des tentatives étaient faites pour recouvrer la dette auprès de moi, j'engagerais des poursuites judiciaires pour usurpation d'identité. Je l'ai signé, j'en ai fait une copie et je l'ai postée le lendemain matin. J'ai également appelé les 3 agences d'évaluation du crédit. Cela m'a pris la majeure partie de l'après-midi à attendre en ligne et à répondre aux questions de sécurité. Mais à la fin de la journée, une alerte à la fraude a été placée sur mon dossier de crédit. Quiconque essaierait d'ouvrir un nouveau compte à mon nom devrait vérifier mon identité directement. J'ai ressenti un sentiment de soulagement, mais je savais que la bataille n'était pas terminée. Mes parents n'étaient pas du genre à laisser tomber. Ils n'avaient jamais respecté mes limites auparavant. Ils n'allaient pas commencer maintenant. Quelques jours après avoir envoyé la lettre, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message vocal était d'une femme nommée Cynthia, l'organisatrice du mariage. Sa voix était professionnelle mais tendue. Elle a dit qu'elle avait reçu ma lettre et qu'elle était très préoccupée. Elle a dit que ma mère lui avait dit que j'avais accepté de couvrir le solde restant. Elle m'a demandé de la rappeler pour clarifier. Je l'ai rappelée le lendemain matin. J'ai gardé ma voix calme et polie. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je n'avais pas été invité au mariage, que je n'avais rien signé et que mes parents avaient ajouté mon nom sans ma connaissance ni mon consentement. Je lui ai dit que je n'avais aucune intention de payer une dette que je ne devais pas. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Je suis tellement désolée. Je n'en avais aucune idée. Votre mère était très convaincante. Elle a dit que vous étiez la sœur aînée et que vous aviez accepté de vous occuper du paiement final comme cadeau de mariage. » Un cadeau de mariage, ai-je répété, la voix plate. Oui. Et elle m'a dit que vous ne pouviez pas assister à cause du travail, mais que vous vouliez contribuer financièrement. Je l'ai cru sur parole. J'ai fermé les yeux. Ma mère avait inventé toute une histoire. Elle avait dit à l'organisatrice que je ne pouvais pas venir alors que la vérité était qu'il m'avait exclu. Elle avait transformé mon absence en une couverture pour sa fraude. J'étais là, ai-je dit doucement. J'ai conduit 18 heures et ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils ne m'ont pas mise sur la liste des invités. Cynthia a soupiré. Je vais retirer votre nom du contrat immédiatement. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je suis désolé que vous ayez été mise dans cette position. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Une bataille était gagnée, mais je savais que la guerre ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis la nuit où je l'ai vu se détourner de la porte vitrée au vignoble. J'ai répondu parce que je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Sa voix était dure. Wanda, je viens de raccrocher avec l'organisatrice du mariage. Elle a dit que tu lui as dit que tu ne paierais pas le solde. Elle a dit qu'elle a retiré ton nom du contrat. C'est exact. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ta mère et moi sommes maintenant responsables d'une dette de 38 000 $. Nous n'avons pas ce genre d'argent. On a fait un prêt pour la compte. On comptait sur toi pour couvrir le reste. Vous comptiez sur moi pour couvrir quelque chose que je n'ai jamais accepté. Vous comptiez sur moi pour payer un mariage auquel je n'étais pas autorisé à assister. Vous comptiez sur moi pour être un paillasson. J'en ai fini d'être cette personne. La voix de mon père s'est élevée. Tu es égoïste.
C'est ta sœur. La famille s'entraide. Nous t'avons élevé, nous t'avons donné un toit. Nous t'avons nourri et c'est comme ça que tu nous remercies. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Vous m'avez donné un toit. Vous m'avez donné à manger. C'était votre travail. Vous avez choisi d'avoir des enfants. Je n'ai pas demandé à naître. Et je n'ai pas demandé à être celle qui paie pour tout pendant qu'Élise profite de tout gratuitement. J'ai payé ma propre voiture. J'ai payé sa robe de bal. J'ai payé son voyage scolaire quand elle avait 16 ans. J'ai payé toute ma vie et je n'ai jamais reçu un seul merci. Pas une seule fois. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Tu es une femme amère, Wanda. C'est pour ça que tu n'as pas de mari. C'est pour ça que tu es seule. » Ces mots étaient destinés à me blesser, et ils l'ont fait. Mais je ne l'ai pas laissé l'entendre. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, « Je préfère être seul qu'être utilisé par des gens qui sont censés m'aimer. Ne m'appelle plus, sauf si c'est pour t'excuser. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je me suis assise dans mon appartement, regardant par la fenêtre le parking. J'ai pensé à ce qu'il a dit. Tu es une femme amère. C'est pour ça que tu es seule. Je savais que ce n'était pas vrai. Je n'étais pas amère. J'étais fatigué. J'étais fatigué d'être celle qui donne et donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'étais fatigué qu'on me dise que ma valeur se mesurait à ce que je pouvais fournir. J'étais fatigué d'être invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de mon portefeuille. Je n'étais pas seul parce que j'étais amère. J'étais seul parce que j'avais passé ma vie à m'entourer de gens qui ne me voyaient que comme une ressource. J'ai décidé cette nuit-là que j'allais prendre position. J'allais me protéger. J'allais laisser mes parents faire face aux conséquences de leurs propres actions. Ils avaient fait le choix de dépenser 38 000 $ pour un mariage qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils avaient fait le choix d'usurper mon nom sur un contrat. Ils avaient fait le choix de m'exclure de leur vie. Et maintenant, ils allaient devoir vivre avec les conséquences. Je n'allais pas les secourir. Je n'allais pas être le filet de sécurité. Pour la première fois en 32 ans, j'allais les laisser tomber. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pendant 2 semaines, je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Élise non plus. J'ai vérifié mon rapport de crédit régulièrement, et tout est resté propre. J'ai continué ma routine. J'allais au travail, je nettoyais des dents, je parlais aux patients de fils dentaires et de santé des gencives. Je rentrais à la maison, je préparais le dîner, je regardais la télévision. Une partie de moi attendait que le couperet tombe. Je connaissais mes parents. Ils n'étaient pas du genre à accepter la défaite tranquillement. Ils étaient des planificateurs. Des stratèges. Ils étaient probablement en train de se regrouper, de réfléchir à leur prochaine action. J'avais raison. Un mardi après-midi, j'ai reçu une lettre par la poste d'un cabinet d'avocats d'Oak-Haven. Je l'ai ouverte avec un sentiment d'effroi. La lettre m'était adressée et déclarait que mes parents, Richard et Patricia Goodwin, étaient prêts à engager des poursuites judiciaires contre moi pour la dette de mariage de 38 000 $ si je n'acceptais pas un plan de paiement. La lettre affirmait que j'avais conclu un accord verbal pour payer le mariage et que mon manquement à cette obligation constituait une rupture de contrat. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Ils mentaient. Ils essayaient réellement de me poursuivre pour une dette qu'ils avaient créée par la fraude. J'ai senti mon visage s'empourprer. Je n'étais plus seulement blessé. J'étais en colère, profondément en colère. J'avais passé ma vie à accommoder ces gens, et leur réponse à mon refus final était de me menacer d'un procès. J'ai rappelé la ligne d'assistance juridique et j'ai parlé à Denise. Elle a écouté le nouveau développement et m'a dit de ne pas paniquer. Elle a dit qu'une lettre d'avocat était souvent une tactique d'intimidation. Beaucoup de gens, face à la menace d'un procès, paieraient juste pour que le problème disparaisse. Elle m'a conseillé de répondre avec une lettre de mon cru, déclarant que je niais tout accord verbal et que j'avais des preuves de fraude, y compris les messages vocaux de ma mère et l'aveu de l'organisatrice du mariage que mon nom avait été ajouté sans mon consentement. Elle a également suggéré que je contre-attaque avec une menace de mon cru. S'il poursuivait en justice, je déposerais une plainte à la police pour usurpation d'identité. J'ai suivi ses conseils. J'ai rédigé une réponse au cabinet d'avocats, en restant professionnel mais ferme. J'ai expliqué la situation clairement.
J'ai déclaré que je n'avais jamais accepté de payer pour le mariage, que mon nom avait été ajouté au contrat à mon insu, et que j'avais les preuves pour le prouver. J'ai dit que si mes parents continuaient à poursuivre cette affaire, je n'aurais d'autre choix que de porter plainte au pénal pour fraude et usurpation d'identité. J'ai envoyé la lettre par courrier recommandé, accompagnée de copies des transcriptions des messages vocaux et d'une note de Cynthia, l'organisatrice du mariage, confirmant qu'elle avait retiré mon nom du contrat à ma demande. Une semaine est passée, puis 2. Je n'ai pas eu de réponse du cabinet d'avocats. Je n'ai pas eu de réponse de mes parents. J'ai supposé qu'ils avaient reculé. Je me suis permis de respirer à nouveau. Je pensais que le cauchemar était peut-être terminé. Mais ensuite, j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Evelyne. C'est la mère de mon père et elle est la seule personne de ma famille qui m'ait jamais fait sentir que j'étais vu. Elle a 78 ans. Elle vit dans une petite maison de l'autre côté d'Oakhaven et elle a toujours eu un faible pour moi. Quand j'étais enfant, elle me donnait des biscuits en cachette et me racontait des histoires de son enfance. C'est elle qui m'a appris à coudre, à faire du pain, à me défendre. C'est elle qui m'a dit, quand j'avais 15 ans et que je pleurais parce que mes parents avaient oublié mon anniversaire, « Wanda, tu es un diamant, et les diamants n'ont besoin de personne pour leur dire qu'ils brillent. » J'aimais ma grand-mère plus que quiconque au monde. Sa voix était tremblante quand j'ai répondu. « Ma chérie. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, grand-mère. »« Et toi ? » ?»« Je suis vieille. J'ai mal aux genoux. »« Comme d'habitude. »« Mais je t'appelle parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. Tes parents racontent en ville que tu leur as volé de l'argent. Ils disent que tu avais promis de payer pour le mariage d'Élise et que tu t'es ensuite retiré, les laissant avec une énorme dette. Ils te font passer pour la méchante. J'ai senti mon estomac se nouer. Ils mentent. Je sais qu'ils mentent, mon enfant. Je te connais. Tu ne ferais jamais une chose pareille. Mais les gens parlent. Ta mère raconte à tout le monde à son club de bridge que tu es égoïste et avide. Elle a même dit aux parents de Julien que tu es la raison pour laquelle ils ont des problèmes financiers. Je l'ai entendu de ma belle, en bas de la rue. Elle a dit que Patricia était au supermarché en train de pleurer sur la façon dont sa fille aînée a abandonné la famille. Je me suis assise sur mon canapé, la tête me tournant. Ils ne me poursuivaient plus en justice. Ils étaient passés à une autre tactique. Ils essayaient de détruire ma réputation. Ils essayaient de me faire passer pour la méchante pour que personne ne me croie si je disais la vérité. Et ils se peignaient comme les victimes, les pauvres parents trahis par leur fille ingrate. Je n'arrivais pas à croire jusqu'où ils étaient prêts à aller. Grand-mère, qu'est-ce que les gens pensent ? Est-ce qu'ils la croient ? Elle a soupiré. Certains oui. D'autres non. Ceux qui te connaissent savent mieux. Mais il y en a beaucoup qui n'entendent que sa version. J'ai essayé de leur dire la vérité. Mais ta mère devient très bruyante quand quelqu'un la contredit. Elle m'a dit de ne pas m'en mêler, que c'était entre elle et toi. Je lui ai dit que tu es ma petite fille et que rien n'est entre elle et toi sans que je sois impliqué. J'ai souri malgré la colère. Ma grand-mère était une femme féroce. Elle était toute petite, à peine 1,50 m, mais elle avait une volonté de fer. Merci, grand-mère. J'apprécie que tu me défendes. Je te défendrai toujours, Wanda. Tu es la meilleure chose que cette famille ait jamais produite. Ne laisse personne te dire le contraire. Mais je voulais te prévenir. Tes parents n'ont pas fini. Ils sont en colère et ils ont peur pour l'argent, et ils vont continuer à te poursuivre. Tu dois être prête. J'ai parlé à ma grand-mère pendant encore 30 minutes. Elle m'a parlé de son jardin, des tomates qu'elle cultivait, d'un chat errant qui avait élu domicile sur son porche. Elle m'a dit de venir lui rendre visite bientôt, que je lui manquais. J'ai promis que je le ferais. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un mélange de chaleur et d'effroi. J'étais reconnaissante pour elle, mais j'étais aussi inquiète. Mes parents n'allaient pas s'arrêter. Ils avaient essayé la fraude. Ils avaient essayé les menaces. Maintenant, ils essayaient l'assassinat de réputation. Je ne savais pas ce qu'ils essaieraient ensuite, mais je savais que je devais garder une longueur d'avance sur eux. J'ai décidé d'adopter une approche proactive. J'ai appelé le service de police local d'Oakhaven et j'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet de l'usurpation d'identité. J'ai été transféré à un officier nommé détective Marshall.
C'était un homme calme et patient qui a écouté mon histoire sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il m'a posé quelques questions. Avais-je des documents? Oui. Avais-je déposé une plainte officielle? Pas encore. Il m'a conseillé de déposer un rapport. Il a dit que même si je ne voulais pas porter plainte immédiatement, avoir un rapport de police au dossier me protégerait si mes parents essayaient autre chose. Il a également dit que cela aiderait s'ils essayaient à nouveau d'utiliser mon nom. J'ai accepté. Je lui ai donné tous les détails par téléphone. Il a dit qu'il déposerait le rapport et m'enverrait une copie par la poste. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne. Je venais de dénoncer mes propres parents à la police. Ce n'était pas quelque chose que je faisais à la légère. Mais je savais que si je ne le faisais pas, ils continueraient à insister. Ils continueraient à trouver de nouvelles façons de me faire du mal. Je ne le faisais pas pour les punir. Je le faisais pour me protéger. Il y a une différence. J'ai appris cette différence ce jour-là. Se protéger n'est pas la même chose que chercher à se venger. Se protéger, c'est tracer une ligne et dire « vous ne pouvez pas la franchir ». Chercher à se venger, c'est faire souffrir quelqu'un d'autre comme on a souffert. Je n'étais pas intéressé par la vengeance. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto d'Élise. C'était la première fois qu'elle me contactait depuis le mariage. Le texto disait « Je n'arrive pas à croire que tu aies déposé une plainte contre maman et papa. Tu as perdu la tête. » J'ai fixé le message pendant un long moment. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais défendue, protégée, payée pour elle. J'ai pensé à la robe de bal, au voyage scolaire, aux réparations de voitures. J'ai pensé au trajet de 18 heures que j'avais fait pour la voir se marier, pour être ensuite repoussée à la porte. J'ai pensé au fait qu'elle n'avait pas une seule fois, dans tout cela, demandé comment j'allais. Elle n'avait pas demandé si j'allais bien. Elle n'avait pas demandé ma version de l'histoire. Elle avait juste accepté la version que nos parents lui avaient donnée. J'ai tapé une réponse. J'ai fait ce que je devais faire pour me protéger. Si tu veux savoir la vérité, tu peux me demander. Mais si tu vas juste m'attaquer, ne te donne pas la peine. Elle n'a pas répondu. Les semaines se sont transformées en mois. L'été s'est estompé pour laisser place à l'automne. Les feuilles de Miller S. sont devenues dorées et rouges, et l'air est devenu frais. J'ai continué ma routine. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je vivais ma vie tranquille. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'attendais plus que mes parents m'aiment. Je n'espérais plus d'excuses. J'avais accepté que la famille que je voulais n'était pas la famille que j'avais. C'était une prise de conscience douloureuse, mais aussi libératrice. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour des messages d'eux. J'ai arrêté de me demander ce qu'ils disaient de moi. J'ai arrêté de m'en soucier. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même. J'avais passé tellement d'années à consacrer mon énergie aux autres que j'avais négligé ma propre vie. J'ai commencé à me promener dans le parc près de mon appartement. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque locale. J'ai renoué avec une vieille amie du lycée nommée Maya, qui avait déménagé à Miller S. quelques années auparavant. Maya était une graphiste au rire débridé et au cœur tendre. C'était le genre d'ami qui se présente avec de la soupe quand on est malade et qui dit la vérité même quand c'est difficile à entendre. Je lui ai tout raconté ce qui s'était passé avec ma famille. Elle a écouté sans jugement. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Tes parents sont toxiques, Wanda. Tu as fait ce qu'il fallait. Ne laisse personne te dire le contraire. » Avoir quelqu'un de mon côté me faisait du bien. J'avais l'impression de construire de nouvelles fondations, qui n'étaient pas faites de culpabilité et d'obligation. J'ai aussi commencé à voir une thérapeute. Elle s'appelait Dr Rivra. C'était une femme chaleureuse et calme avec un petit bureau en centre-ville. J'allais la voir toutes les 2 semaines. J'ai parlé de mon enfance, des schémas que j'avais appris, de la façon dont j'avais été conditionné à croire que ma valeur était liée à ce que je pouvais donner. Elle m'a aidé à comprendre que les limites n'étaient pas des murs. C'étaient des portails. Elle laissait entrer les personnes qui vous respectaient et tenait à l'écart celles qui ne le faisaient pas. J'apprenais à construire des portails. En novembre, j'ai reçu une lettre de l'avocat de mes parents. Mon cœur s'est serré en voyant l'enveloppe, mais je l'ai quand même ouverte.
La lettre déclarait que mes parents retiraient leur plainte contre moi. Ils avaient décidé de ne pas poursuivre en justice. L'avocat a écrit qu'il reconnaissait qu'il n'y avait pas de contrat écrit et qu'il ne souhaitait pas envenimer la situation. J'ai lu la lettre 3 fois, attendant que le couperet tombe, mais il n'y avait pas de couperet. Ils avaient abandonné. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir. C'était fini. Ils avaient tout essayé et ils avaient échoué. J'avais gagné. Mais la victoire n'avait pas le goût que j'imaginais. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengée. Je me sentais triste. Je me sentais triste que ça en soit arrivé là. Je me sentais triste que mes parents aient été prêts à me poursuivre, à mentir sur moi, à traîner mon nom dans la boue, tout ça parce que je ne voulais pas payer pour un mariage dont ils m'avaient exclu. Je me sentais triste que ma sœur ait choisi de croire les mensonges au lieu de me demander la vérité. Je me sentais triste que ma famille soit devenue un champ de bataille. Je me suis assise dans mon appartement ce soir-là, regardant la lettre, et je me suis permis de faire mon deuil. J'ai pleuré l'enfance que je n'ai jamais eue, les parents que je n'ai jamais eus, la sœur qui n'a jamais été là pour moi. Je me suis permis de pleurer, et puis j'ai laissé tomber. J'ai appelé ma grand-mère le lendemain. Je lui ai parlé de la lettre. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Je suis fière de toi, Wanda. Tu as tenu bon. Tu ne les as pas laissés te briser. Je suis fatiguée, grand-mère. Je sais que tu le es. Mais tu es forte. Tu as toujours été forte. Ne l'oublie pas. » Je lui ai promis de venir lui rendre visite pour Noël. Elle était excitée. Elle m'a dit qu'elle préparait sa fameuse tarte aux pommes et qu'elle s'attendait à ce que j'apporte mon appétit. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. J'ai commencé à planifier le voyage. Je conduirais à nouveau 18 heures, mais cette fois, j'y allais pour les bonnes raisons. J'allais voir ma grand-mère, la seule personne de ma famille qui ne m'ait jamais fait sentir que je n'étais pas assez bien. Noël est arrivé plus vite que prévu. J'ai fait mes valises un matin froid de décembre et j'ai commencé le long trajet vers Ocaven. Les routes étaient dégagées et le ciel était d'un bleu d'hiver pâle. J'ai écouté de la musique de Noël et j'ai pensé à la dernière fois que j'avais fait ce trajet. J'étais pleine d'espoir et d'excitation, impatiente de surprendre ma famille, pour être ensuite repoussée. Cette fois, je n'y allais pas pour eux. J'y allais pour ma grand-mère. J'y allais pour moi-même. Je suis arrivé chez elle en fin d'après-midi. Elle attendait sur le porche, enveloppée dans un épais manteau de laine, ses cheveux gris tirés en chignon. Elle avait un sourire sur le visage qui illuminait toute la rue. J'ai à peine eu le temps de sortir de la voiture qu'elle me serrait dans ses bras. Elle était si petite, si fragile, mais ses bras étaient forts. Elle m'a serré fort et m'a murmuré, « Tu m'as manqué, mon diamant. » J'ai un peu pleuré. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Être dans ses bras, c'était comme rentrer à la maison. Nous sommes entrés, et sa maison sentait la cannelle et les pommes. Le sapin de Noël était dans le coin, décoré d'ornements qu'elle collectionnait depuis des décennies. Je l'ai aidé dans la cuisine, à peler les pommes pour la tarte, à remuer la sauce pour le poulet rôti qu'elle avait préparé. C'était un repas simple, mais c'était parfait. Nous avons mangé ensemble à sa petite table de cuisine, parlant et riant. Elle m'a parlé du chat errant qu'elle avait nommé Boots, qui avait pris l'habitude de dormir sur son lit. Elle m'a parlé de ses plans de jardinage pour le printemps. Elle m'a parlé d'un livre qu'elle lisait et qu'elle pensait que j'aimerais. C'était le moment le plus paisible que j'avais ressenti depuis des mois. Le matin de Noël, nous avons échangé des cadeaux. Je lui ai donné une couverture en laine douce que j'avais choisie parce que ses mains devenaient froides en hiver. Elle m'a donné un collier, un petit pendentif en argent en forme de diamant. Elle a souri et a dit, « Pour que tu n'oublies jamais. » Je l'ai mis et ne l'ai plus enlevé. Nous avons passé la journée à regarder de vieux films et à manger les restes. Je n'ai pas posé de questions sur mes parents. Elle ne les a pas mentionnés. C'était comme si, pour cette journée, ils n'existaient pas. Il n'y avait que moi et ma grand-mère, et c'était suffisant. Mais le lendemain de Noël, on a frappé à la porte. J'étais assise dans le salon avec une tasse de thé quand je l'ai entendu. Ma grand-mère était dans la cuisine. Je suis allé répondre, et mon cœur s'est arrêté. Mes parents se tenaient sur le porche. Ma mère portait un manteau lourd et une écharpe. Mon père se tenait derrière elle, les mains dans les poches. Ils avaient l'air plus vieux que dans mes souvenirs.
Ma mère avait des cernes sous les yeux. Les cheveux de mon père étaient devenus presque entièrement gris. Ils avaient l'air fatigués. Ils avaient l'air vaincus. Ma mère a parlé la première. Wanda, nous avons entendu dire que tu étais en ville. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, bloquant l'entrée. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis ici pour voir grand-mère. Nous savons. Nous voulions te parler. Je n'ai rien à vous dire. Mon père s'est avancé. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous voulons juste parler. Je les ai regardés, debout sur le porche de la maison de ma grand-mère, et j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la colère, oui, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ils avaient passé des mois à essayer de me détruire, et ils avaient échoué. Ils avaient perdu, et ils le savaient. J'ai reculé et j'ai ouvert la porte plus grand. Entrez, mais grand-mère est là, alors restez civilisés. Ils sont entrés, regardant autour du petit salon comme s'ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Ma grand-mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle a regardé mes parents, puis moi. Son expression était dure. Richard, Patricia, c'est une surprise. Ma mère a forcé un sourire. Bonjour, Evelyne. Nous ne voulions pas déranger. Nous voulions juste voir Wanda. Ma grand-mère a hoché la tête lentement. Elle s'est assise dans son fauteuil et a croisé les mains sur ses genoux. Elle n'allait pas partir. Elle allait rester et assister à ce qui allait se passer. Je me suis assise sur le canapé en face de mes parents. Ils se sont assis ensemble sur la causeuse, l'air mal à l'aise. Il y a eu un long silence. Puis mon père s'est raclé la gorge et a parlé. Wanda, nous savons que nous avons fait des erreurs. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. La situation du mariage. Nous l'avons mal gérée. Nous aurions dû t'inviter. Nous aurions dû nous assurer que tu avais une place. Ma mère a hoché la tête, les yeux fixés sur ses mains. Nous étions sous beaucoup de stress. La planification, l'argent, la liste des invités. Ça nous a échappé. Nous sommes désolés. Je les ai regardés. Ils étaient assis là, prononçant les mots, mais je ne savais pas s'ils les pensaient. Ils m'avaient blessé si profondément, si délibérément. Ils avaient menti sur moi. Ils avaient essayé de me ruiner financièrement. Ils avaient essayé de détruire ma réputation. Et maintenant, ils étaient assis sur la causeuse de ma grand-mère, disant qu'ils étaient désolés parce qu'ils étaient stressés. J'ai pris une grande inspiration. Pourquoi m'avez-vous exclu, ai-je demandé. Ma voix était calme, mais ferme. Ma mère a levé les yeux. On ne t'a pas exclu. C'était un malentendu avec la liste des invités. Non, ce n'était pas le cas. J'étais à l'entrée. Tu m'as vu. Tu t'es détourné. Père m'a regardé à travers la vitre et est parti. Vous saviez que j'étais là et vous avez choisi de m'ignorer. Mon père s'est agité sur son siège. Nous étions en plein milieu de la répétition. Ce n'était pas le bon moment. Et le lendemain, à la cérémonie, vous êtes passé juste à côté de moi. Vous n'avez pas dit un mot, vous avez agi comme si j'étais une étrangère. Les yeux de ma mère ont commencé à se remplir d'eau. Nous ne savions pas quoi faire. Tu es arrivé à l'improviste. Nous n'étions pas préparés. Les places étaient attribuées. Le repas était planifié. Il n'y avait pas de place. Il y a toujours de la place, ai-je dit. Vous n'avez simplement pas voulu en faire. Les mots sont restés en suspens. Ma grand-mère regardait, son visage indéchiffrable. Mes parents se sont regardés. Mon père a tendu la main et a pris celle de ma mère. Il ressemblait à un front uni, mais fragile. Je pouvais voir les fissures. Je pouvais voir la honte sous la surface. Ce n'était pas la première fois que je la voyais. C'était la première fois que je ne ressentais pas le besoin de réparer les choses. Nous sommes désolés, a répété ma mère. Nous aurions dû gérer ça différemment. Nous avons eu tort. J'ai hoché la tête lentement. Je croyais qu'il croyait être désolé. Mais je savais aussi que des excuses ne suffisaient pas. Des excuses n'annulaient pas les mois de harcèlement. Des excuses n'annulaient pas les mensonges qu'ils avaient racontés sur moi.
Des excuses n'annulaient pas la fraude, les menaces, la campagne de dénigrement. Désolé était un mot. Et j'avais passé ma vie à accepter des mots sans action. Je n'allais plus faire ça. J'accepte vos excuses, ai-je dit. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire comme si rien ne s'était passé. Ce que vous avez fait n'était pas une erreur. C'était un choix. Vous avez choisi de m'exclure. Vous avez choisi de mettre mon nom sur ce contrat sans demander. Vous avez choisi de me menacer d'un procès. Vous avez choisi de mentir sur moi à tout le monde en ville. C'étaient des choix, et ils ont des conséquences. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a baissé les yeux vers le sol. Je ne me sentais pas désolé pour eux. Je ressentais autre chose, quelque chose comme de la résolution. Je ne vais plus être celle qui arrange les choses, ai-je continué. Je ne vais pas payer vos dettes. Je ne vais pas être le bouc émissaire. Je ne vais pas prétendre que tout va bien juste parce que vous dites le mot désolé. Si vous voulez une relation avec moi, ce sera à mes conditions. Et cela signifie respecter mes limites. Cela signifie dire la vérité. Cela signifie ne pas m'utiliser pour de l'argent. Cela signifie me traiter comme une fille, pas comme un distributeur de billets. Mon père a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Nous comprenons. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je vous ai déjà entendu dire ça. Et puis vous refaites la même chose. J'ai besoin de voir du changement. J'ai besoin de vous voir prendre la responsabilité de ce que vous avez fait. Pas seulement envers moi, mais envers les gens à qui vous avez menti. Vous devez leur dire la vérité. Vous devez réparer les dommages que vous avez causés à ma réputation. Ma mère a essuyé ses yeux. Nous le ferons. Nous leur dirons. Je les ai regardés un long moment. Je voulais les croire. Cette partie de moi, celle qui les aimait encore malgré tout, voulait les laisser revenir. Mais la nouvelle partie de moi, celle qui avait appris à se protéger, savait que la confiance devait se mériter. Elle n'était pas donnée librement juste parce que quelqu'un disait « désolé ». Je ne vais pas vous rayer de ma vie, ai-je dit. Mais les choses vont être différentes. Je ne rentrerai pas à la maison pour toutes les fêtes. Je ne vous prêterai pas d'argent. Je ne serai pas celle qui laisse tout tomber quand vous avez besoin de quelque chose. J'ai ma propre vie maintenant. Et si vous voulez en faire partie, vous devez respecter ça. Mon père a hoché la tête lentement. Ma mère pleurait toujours, mais elle a hoché la tête aussi. Ils avaient l'air petits, assis là sur la causeuse. Ils ressemblaient à des gens qui avaient enfin réalisé que leur pouvoir sur moi avait disparu. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais triste, mais je me sentais aussi libre. Ma grand-mère s'est levée. « Eh bien, dit-elle d'une voix ferme. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Patricia, Richard, vous devriez rentrer chez vous et réfléchir à ce que Wanda a dit. Et quand vous serez prêts à commencer à arranger les choses, vous savez où la trouver. » Mes parents se sont levés. Ma mère m'a regardé, ses yeux suppliants. « Je t'aime, Wanda. Je t'ai toujours aimé. » Je l'ai regardée. Je voulais la croire. Mais l'amour n'était pas seulement un sentiment. L'amour était une action. L'amour, c'était être présent. L'amour, c'était faire de la place. L'amour, ce n'était pas exclure sa fille de sa vie et ensuite exiger qu'elle paie pour ça. Je n'ai pas dit ça, cependant. J'ai juste dit, je vous aime aussi. Mais l'amour ne suffit pas. Plus maintenant. Ils sont partis. La porte s'est refermée derrière eux. Je suis resté dans le salon, le cœur battant. Ma grand-mère est venue et a posé sa main sur mon bras. « Tu as bien fait, mon enfant. Tu as bien fait. » Je me suis appuyé contre elle, la laissant me tenir. Je n'étais pas la même Wanda qui avait conduit 18 heures pour un mariage auquel elle n'était pas autorisée à assister. J'étais plus forte maintenant. J'étais plus sage. J'apprenais à me tenir sur mes propres jambes. Et pour la première fois de ma vie, j'étais d'accord avec le fait d'être seul, parce qu'être seul valait mieux que d'être utilisé. Être seul valait mieux que d'être invisible. Être seul était un choix que j'avais fait pour moi-même. Et c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait. Je suis retourné à Miller S. le lendemain. Le trajet de 18 heures m'a semblé différent cette fois.
Ce n'était pas un voyage d'espoir ou de désespoir. C'était un voyage avec un but. Je rentrais à la maison, à ma vie. La vie que je m'étais construite, la vie qui ne dépendait de l'approbation de personne d'autre. J'ai pensé à mes parents assis sur la causeuse de ma grand-mère, pleurant et s'excusant. J'ai pensé aux mots de ma mère. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je voulais la croire, mais je savais que l'amour sans respect n'était que du contrôle déguisé en mots doux. J'en avais fini d'être contrôlé. En rentrant à mon appartement, j'ai défait mes valises et je me suis réinstallé dans ma routine. Je suis retourné au travail. J'ai vu Maya pour un café. Je suis allé en thérapie. J'ai continué à construire la vie que je voulais. Mais j'ai aussi gardé un œil à distance. J'ai attendu de voir si mes parents tiendraient leurs promesses. Diraient-ils la vérité aux gens? Assumeraient-ils la responsabilité de ce qu'ils avaient fait? Je ne retenais pas mon souffle, mais j'observais. Quelques semaines en janvier, j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Elle avait l'air satisfaite. Wanda, tes parents sont venus à l'église dimanche. Ils se sont levés devant tout le monde et se sont excusés. Ta mère a dit qu'ils avaient été injustes envers toi, qu'ils avaient menti sur l'argent du mariage, que tu n'avais jamais accepté de payer quoi que ce soit. Elle a dit que tu étais innocente et que c'était eux qui avaient tort. Toute la congrégation l'a entendu. Ma belle est venue me voir après et a dit qu'elle était tellement désolée de n'avoir jamais cru Patricia. Elle a dit qu'elle avait toujours su que tu étais une bonne fille. Je me suis assise sur mon canapé, stupéfaite. Il l'avait vraiment fait. Il s'était levé devant tout le monde et avait dit la vérité. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'ils traîneraient les pieds, trouveraient des excuses, essaieraient de minimiser ce qu'ils avaient fait. Mais ils avaient fait exactement ce que j'avais demandé. Ils avaient pris leurs responsabilités. J'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être qu'ils changeaient. Peut-être que la confrontation sur le porche de ma grand-mère les avait vraiment atteints. C'est bien, grand-mère. C'est vraiment bien. C'est un début, a-t-elle dit. Mais ne baisse pas encore ta garde. Ils ont un long chemin à parcourir. Je voulais juste que tu saches qu'ils essaient. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté assise un long moment à réfléchir. Je n'étais pas prête à leur pardonner. Pas entièrement. Mais j'étais prête à voir s'ils pouvaient regagner ma confiance. J'ai décidé que je leur donnerais une chance, mais à mes conditions. Je n'allais pas me précipiter pour revenir dans leur vie. J'allais les laisser faire leurs preuves avec le temps. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle était manuscrite sur du papier blanc simple. Je l'ai ouverte lentement. La lettre était longue, plusieurs pages. Elle a écrit sur mon enfance. Elle a écrit sur la façon dont elle avait toujours favorisé Élise parce qu'Élise était plus facile. Parce qu'Élise avait plus besoin d'elle. Elle a écrit sur la façon dont elle m'avait prise pour acquise parce que j'étais forte, parce que je pouvais gérer les choses seule. Elle a écrit sur la façon dont elle avait réalisé, à travers tout cela, qu'elle avait utilisé ma force comme une excuse pour me négliger. Elle a écrit qu'elle avait honte. Elle a écrit qu'elle voulait être meilleure. Elle a écrit qu'elle m'aimait et qu'elle était désolée, pas seulement pour le mariage, mais pour tout. Pour toutes les années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. J'ai lu la lettre 3 fois. La première fois, j'étais sceptique. La deuxième fois, j'étais en colère. La troisième fois, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait endossé la responsabilité du vase cassé. J'ai pleuré pour l'adolescente qui avait cumulé 3 emplois pour payer la robe de bal de sa sœur. J'ai pleuré pour la jeune femme qui avait conduit 18 heures pour un mariage auquel elle n'était pas autorisée à assister. J'ai pleuré pour toutes les années que j'avais passées à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Et puis j'ai séché mes larmes et j'ai répondu. Ma lettre était courte. Je l'ai remerciée pour la sienne. J'ai dit que j'appréciais son honnêteté. J'ai dit que j'étais prête à travailler à la reconstruction de notre relation, mais que cela prendrait du temps. J'ai dit que j'avais besoin qu'elle respecte mes limites. J'ai dit que je l'aimais aussi. Je n'ai pas eu de réponse pendant quelques semaines. Puis ma mère a appelé. C'était un appel court, juste quelques minutes. Elle a demandé comment j'allais. Elle m'a parlé de son jardin. Elle n'a pas mentionné d'argent. Elle n'a pas mentionné Élise.
Elle m'a juste parlé comme si j'étais sa fille. C'était étrange au début, mais c'était agréable. Nous avons commencé à nous parler une fois par semaine. Des appels courts au début, puis plus longs. Elle m'a posé des questions sur mon travail. Elle m'a posé des questions sur Maya. Elle m'a posé des questions sur le club de lecture que j'avais rejoint. Elle faisait un effort. Elle était présente. Mon père a appelé aussi, quelquefois. Il était maladroit au téléphone, jamais doué avec les mots. Mais il a dit qu'il était fier de moi. Il a dit qu'il était désolé de la façon dont il m'avait traité. Il a dit qu'il avait eu tort de se détourner de la porte vitrée cette nuit-là au vignoble. Il a dit qu'il y pensait tous les jours. J'ai accepté ses excuses. Je ne lui en ai pas tenu rigueur. Je l'ai laissé entrer, lentement, prudemment. Élise était une autre histoire. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas écrit. Elle n'a pas tendu la main. J'ai appris par ma grand-mère qu'elle était en colère. Elle était en colère que nos parents se soient excusés auprès de moi. Elle était en colère qu'ils aient dit la vérité aux gens. Elle avait l'impression qu'ils l'avaient trahi en admettant qu'ils avaient tort. Elle s'accrochait toujours à l'idée que j'étais la méchante. Je n'avais pas l'énergie de me battre avec elle à ce sujet. J'aimais ma sœur. J'aimerais toujours ma sœur. Mais je ne pouvais pas la forcer à voir la vérité. Elle devait y arriver par elle-même. Au printemps, j'ai décidé de retourner à Oakhaven pour une visite. Je voulais voir ma grand-mère et je voulais voir mes parents. Je voulais voir si les progrès que nous avions faits étaient réels ou si ce n'était que des paroles. J'ai de nouveau conduit les 18 heures. Cette fois, je n'étais pas nerveuse. Je n'espérais rien. J'allais juste voir. Je suis arrivé un vendredi après-midi. Je suis allé directement chez ma grand-mère. Elle attendait sur le porche, comme toujours, avec Boots le chat blotti à ses pieds. Nous nous sommes serrés dans les bras et sommes entrés. Elle avait fait de la soupe et du pain frais. Nous avons mangé ensemble, parlant de tout et de rien. C'était parfait. Le lendemain, je suis allé chez mes parents. C'était la première fois que j'y allais depuis des années. La maison était la même. Le chêne dans le jardin de devant était plus grand. La balançoire du porche avait toujours disparu. J'ai frappé à la porte. Ma mère a répondu. Elle avait l'air surprise de me voir. Puis son visage s'est éclairé d'un sourire. Elle m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte raide et formelle. C'était une vraie étreinte. Elle m'a tenu serré. Wanda, je suis si contente que tu sois venue. Je suis entré. La maison sentait le café et la cannelle. Mon père était dans le salon en train de lire le journal. Il s'est levé quand il m'a vu. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte. Il s'est approché et m'a serré dans ses bras aussi. C'était maladroit, mais c'était sincère. Nous nous sommes assis dans le salon et avons parlé. Ils m'ont posé des questions sur ma vie. Ils ont écouté. Ils n'ont pas interrompu. Ils n'ont pas ramené la conversation à Élise. Ils ont juste écouté. C'était une petite chose, mais ça signifiait tout. Nous avons parlé pendant 2 heures. Nous avons parlé du passé, mais pas d'une manière douloureuse. Nous avons parlé de l'avenir. Ma mère a dit qu'elle voulait venir me rendre visite à Miller S. un de ces jours. Mon père a dit qu'il pensait à prendre sa retraite. Ils m'ont demandé si je voyais quelqu'un. J'ai dit, non, pas encore. Ils n'ont pas insisté. Ils l'ont accepté. Quand je suis parti, ma mère m'a de nouveau serré dans ses bras. Mon père m'a serré la main, puis m'a attiré dans une étreinte. Je suis retourné chez ma grand-mère avec des larmes aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de guérison. La visite à Oakhaven a été un tournant. Ce n'est pas que tout était soudainement parfait. C'est que les fondations avaient été reconstruites. Mes parents et moi avions une nouvelle relation, basée sur l'honnêteté et le respect au lieu de l'obligation et de la culpabilité. Je les appelais régulièrement. Ils m'appelaient. Ils sont venus me rendre visite à Miller S. pour un week-end en juin. C'était la première fois qu'ils voyaient mon appartement. Ma mère a fait le tour, regardant mes affaires, mes livres, mes photographies. Elle a dit que ça ressemblait à un chez-soi.
Mon père s'est assis sur mon balcon et a regardé le coucher de soleil. Il a dit que c'était magnifique. Ils m'ont emmené dîner dans un petit restaurant italien que j'aimais. Nous avons ri. Nous avons parlé. C'était normal. C'était ce que j'avais toujours voulu. Élise ne me parlait toujours pas. J'ai appris par ma mère qu'elle avait des difficultés. Son mariage avec Julien n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Ils se disputaient pour de l'argent. Ils se disputaient à propos de la dette du mariage. Les parents de Julien avaient été embarrassés quand mes parents avaient dit la vérité sur le contrat de mariage. Ils avaient pensé que la dette était de ma faute. Et quand ils ont découvert que ce n'était pas le cas, ils étaient en colère contre mes parents pour avoir entraîné leur fils dans ce pétrin. La dynamique familiale était compliquée. J'étais désolé pour Élise, mais je savais aussi qu'elle avait choisi sa voie. Elle avait choisi de croire les mensonges. Elle avait choisi de me couper de sa vie. Je ne pouvais pas la faire choisir différemment. En juillet, j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Sa voix était différente. Elle était tremblante. Wanda, je suis tombé. Je suis à l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans le jardin. J'ai trébuché sur une racine. Je crois que je me suis cassé la hanche. Les médecins s'occupent de moi, mais j'ai besoin de quelqu'un ici. Tes parents sont hors de la ville pour le week-end. Je ne veux pas être seul. Je n'ai pas hésité. J'ai fait une valise, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit 18 heures. Je n'ai pas pensé à la distance. Je n'ai pas pensé au temps. J'ai juste conduit. Je suis arrivé à l'hôpital d'Oak Haven à 6 heures du matin. Ma grand-mère était dans une chambre au 3e étage. Elle avait l'air pâle et petite dans le lit d'hôpital, mais ses yeux se sont illuminés quand elle m'a vu. Mon diamant, tu es venu? Bien sûr que je suis venu. Tu es ma grand-mère. Je suis resté avec elle pendant une semaine. J'ai dormi dans un fauteuil à côté de son lit. Je l'ai aidé à manger, à parler au médecin, à faire sa physiothérapie. Mes parents sont revenus de leur voyage et ont pris le relais pour certains quarts, mais je suis resté. Je voulais être là. Je voulais lui rendre tout l'amour qu'elle m'avait donné au fil des ans. Quand elle est sortie, elle est allée dans un centre de rééducation pendant quelques semaines. J'ai prolongé mon congé. Le docteur Chen a été compréhensif. Il m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Je suis resté à Oak Haven, lui rendant visite tous les jours, l'aidant à reprendre des forces. Pendant ce temps, j'ai vu Élise. Elle est venue rendre visite à notre grand-mère un après-midi. J'étais dans la chambre quand elle est entrée. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte en me voyant. Je me suis levé. Je ne savais pas quoi dire. Je ne l'avais pas vue depuis près d'1 an. Elle avait l'air différente, plus mince. Ses cheveux étaient plus courts. Son visage était tiré. Elle m'a regardé, puis notre grand-mère, puis de nouveau moi. Wanda. Élise. Il y a eu un long silence. Ma grand-mère, toujours la diplomate, a dit, « Eh bien, asseyez-vous, toutes les deux. Je suis trop fatiguée pour les drames. » Élise s'est assise sur la chaise de l'autre côté du lit. Je me suis rassise sur la mienne. Nous étions là, sans nous regarder, pendant que notre grand-mère nous parlait de sa physiothérapie et de l'infirmier qu'elle trouvait très beau. C'était maladroit, mais ce n'était pas hostile. Quand Élise s'est levée pour partir, elle s'est arrêtée à la porte. Elle m'a regardé. Je suis contente que tu sois venue. Grand-mère avait besoin de toi. J'ai hoché la tête. Elle avait besoin de nous deux. Élise n'a rien dit d'autre. Elle est partie. Mais c'était un début. C'était une petite fissure dans le mur qu'elle avait construit entre nous. Je n'ai pas insisté. J'ai laissé faire. Ma grand-mère s'est bien remise. Elle était de retour chez elle en septembre, avec un déambulateur et une aide à domicile qui venait 3 fois par semaine. Je suis retourné à Miller S. Mais j'ai promis de lui rendre visite souvent. J'ai tenu cette promesse. Je suis retourné pour Thanksgiving. Je l'ai passé avec ma grand-mère et mes parents. Élise n'est pas venue. Elle a dit qu'elle le passait avec la famille de Julien. Je ne l'ai pas pris personnellement. Je savais qu'elle n'était pas prête. J'apprenais à être patiente.
En décembre, j'ai reçu une lettre d'Élise. C'était la première fois qu'elle m'écrivait depuis le mariage. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. La lettre était courte. Elle a écrit qu'elle était désolée. Elle a écrit qu'elle avait eu tort de croire nos parents sans demander ma version. Elle a écrit qu'elle avait eu tort de me rayer de sa vie. Elle a écrit que je lui manquais. Elle a écrit qu'elle espérait que nous pourrions parler. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Puis je l'ai appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était calme. J'ai reçu ta lettre. D'accord. Je suis contente que tu aies écrit. Elle a commencé à pleurer. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Je suis tellement désolé. J'ai été si stupide. Je les ai laissés me monter la tête. Je les ai laissés me faire croire que tu étais l'ennemi. Tu n'as jamais été l'ennemi. Tu as toujours été celle qui prenait soin de moi. Et je t'ai juste laissé partir. J'ai senti des larmes dans mes propres yeux. Je ne vais nulle part. Je suis là. Nous avons parlé pendant 1 heure. Nous avons parlé du mariage, de la dette, de nos parents. Elle m'a dit que Julien et elle étaient séparés. La pression de la dette du mariage et le drame familial avaient été trop lourds. Elle vivait dans un petit appartement seule. Elle travaillait, essayant de comprendre sa vie. J'ai écouté. Je n'ai pas jugé. J'étais juste contente de l'avoir retrouvée. Nous avons commencé à nous parler régulièrement après ça. Ce n'était pas comme avant. Nous étions des personnes différentes maintenant. Nous avions toutes les deux traversé beaucoup de choses. Mais nous reconstruisions, lentement, prudemment. Nous reconstruisions. Et cette fois, c'était sur une base d'honnêteté. Je lui ai parlé de ce que j'avais ressenti en grandissant. Toujours en second, toujours celle qui devait être forte. Elle m'a parlé de ce qu'elle avait ressenti. Toujours protégée, toujours le bébé, jamais autorisé à échouer. Nous avions toutes les deux été piégées dans des rôles que nos parents nous avaient créés. Et maintenant, nous nous en libérions. Au printemps de l'année suivante, ma vie s'était installée dans un nouveau rythme. J'avais une relation saine avec mes parents. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments où ma mère retombait dans de vieux schémas. Faisant des commentaires sur le fait que je devrais rendre visite plus souvent ou laissant entendre qu'Élise avait besoin d'aide pour quelque chose. J'avais appris à fixer des limites. Je disais, je ne peux pas faire ça. Ou, ça ne me convient pas. Et elle reculait. C'était maladroit au début, mais c'est devenu plus facile. Mon père était plus silencieux, mais il était là. Il m'a envoyé une carte d'anniversaire pour la première fois depuis des années. C'était une petite chose, mais ça signifiait beaucoup. Élise et moi nous rapprochions. Nous nous parlions au téléphone au moins une fois par semaine. Elle allait en thérapie, essayant de comprendre ses propres schémas. Elle avait trouvé un nouvel emploi, un meilleur, et elle se faisait des amis. Elle m'a dit qu'elle apprenait à se débrouiller seule pour la première fois. J'étais fier d'elle. Je le lui ai dit. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais entendu dire ça avant. J'ai réalisé que j'avais été tellement concentré sur ma propre douleur que je n'avais pas vu la sienne. Nous étions toutes les deux en train de guérir. J'ai continué à voir le docteur Rivera. J'ai parlé des progrès que j'avais faits. Elle a dit que j'avais fait quelque chose de très difficile. J'avais brisé un cycle. J'avais cessé d'être le bouc émissaire de la famille. J'avais exigé le respect et je l'avais obtenu. Elle a dit que beaucoup de gens dans ma situation n'y parvenaient jamais. Ils passent toute leur vie à essayer de plaire à des gens qui ne seront jamais satisfaits. J'avais fait le travail difficile. J'avais fixé des limites. Je les avais fait respecter. J'avais donné à ma famille une chance de changer, et ils l'avaient saisie. C'était une chose rare. J'étais reconnaissante. En juin, 1 an après le mariage, j'ai décidé de retourner à Ocaven pour une réunion de famille. Mes parents voulaient faire un barbecue chez eux. Ils m'ont invité. Ils ont invité Élise. Ils ont invité ma grand-mère. C'était la première fois que nous étions tous ensemble depuis le mariage. J'étais nerveuse. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai conduit les 18 heures, cette fois avec un sentiment d'anticipation au lieu de crainte. Je suis arrivé un samedi après-midi.
La maison était la même. Le chêne était en pleine feuillaison. Il y avait des guirlandes lumineuses dans le jardin et l'odeur de la nourriture grillée flottait dans l'air. Ma mère est sortie pour m'accueillir. Elle m'a serré dans ses bras. Mon père était au barbecue, retournant des hamburgers. Il a fait un signe de la main. Ma grand-mère était assise sur une chaise de jardin à l'ombre, Boots le chat sur ses genoux. Et Élise était là. Elle se tenait près de la porte arrière, tenant un verre de limonade. Elle avait l'air nerveuse. Je me suis approché d'elle. Nous sommes restés là un moment, à nous regarder. Puis elle m'a serré dans ses bras. C'était une étreinte serrée, le genre qu'on donne quand on a peur de lâcher prise. Tu m'as manqué, a-t-elle murmuré. Toi aussi, tu m'as manqué. Nous avons passé l'après-midi ensemble. C'était maladroit au début, mais c'est devenu plus facile. Nous avons parlé de petites choses, nous avons ri de vieux souvenirs. Nous avons trop mangé. Ma mère a fait sa fameuse salade de pommes de terre. Mon père a brûlé les hot-dogs, comme il le faisait toujours. Ma grand-mère a raconté des histoires de sa jeunesse. C'était normal. C'était ce que j'avais toujours voulu. À un moment donné, j'ai regardé ma famille, nous tous ensemble, et j'ai ressenti une vague d'émotion. Ce n'était pas la fin de conte de fées dont j'avais rêvé enfant. C'était quelque chose de mieux. C'était réel. Plus tard dans la soirée, quand la plupart des invités étaient partis, je me suis assise sur le porche arrière avec mes parents et Élise. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Ma mère s'est penchée et a pris ma main. Je suis fier de toi, Wanda. Je sais que je ne le dis pas assez, mais je suis fier de la femme que tu es devenue. J'ai serré sa main. Merci. Mon père s'est raclé la gorge. Il m'a regardé, puis Élise. Je suis fier de vous deux. Vous êtes des femmes fortes. Vous tenez ça de votre grand-mère. Ma grand-mère, qui dormait à l'intérieur dans la chambre d'amis, aurait ri de ça. Mais je savais ce qu'il voulait dire. Nous avions survécu. Nous avions traversé le feu et nous étions toujours debout. C'était quelque chose. Élise a pris la parole. J'ai quelque chose à dire. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Je suis désolé. Pour tout. Pour le mariage, pour ne pas t'avoir défendu, pour avoir cru au mensonge, pour t'avoir exclu. J'avais peur et j'étais égoïste et j'avais tort. J'espère que tu pourras me pardonner. J'ai regardé ma sœur, la petite sœur que j'avais protégée toute ma vie. La sœur qui m'avait blessé plus que quiconque. J'ai pensé au trajet de 18 heures pour un mariage auquel je n'étais pas autorisé à assister. J'ai pensé à la dette, aux mensonges, aux menaces. J'ai pensé aux mois de silence. Et puis j'ai pensé aux appels téléphoniques, aux lettres, aux excuses. J'ai pensé au travail que nous avions toutes les deux accompli pour en arriver là. J'ai pris une grande inspiration. Je te pardonne, ai-je dit. Et je le pensais. Élise a commencé à pleurer. Ma mère pleurait aussi. Mon père avait les larmes aux yeux. Je pleurais. Nous étions un désordre, mais c'était un bon désordre. C'était le désordre d'une famille qui avait été brisée et qui était maintenant en train d'être reconstruite. Nous sommes restés sur le porche jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Nous avons parlé, ri et pleuré. C'était la meilleure nuit de ma vie. Les mois qui ont suivi n'ont pas toujours été faciles. Le pardon n'est pas une chose ponctuelle. C'est quelque chose que l'on doit choisir chaque jour. Il y a eu des moments où de vieilles blessures se sont rouvertes. Un commentaire par-ci, un souvenir par-là. Je sentais la vieille colère monter, la vieille blessure. Mais j'avais appris à la gérer différemment. Je parlais au docteur Rivera. Je parlais à Maya. J'allais faire une longue marche où j'écrivais dans mon journal. Je ne laissais pas la blessure s'infecter. Je la laissais me traverser, puis je la laissais partir. Ma relation avec mes parents a continué à se développer. Ils sont venus me rendre visite à Miller S. pour mon anniversaire. Ma mère a apporté un gâteau qu'elle avait fait elle-même. Il était un peu de travers, mais il était délicieux. Mon père m'a aidé à réparer un robinet qui fuyait dans ma salle de bain. C'était une petite chose, mais ça m'a fait sentir qu'il était présent. Il était là. C'était tout ce que j'avais toujours voulu.
Élise et moi avons instauré une tradition d'un appel téléphonique tous les dimanches. Nous l'appelions notre « appel de sœur ». Nous parlions de tout. Le travail, les rencontres, nos espoirs, nos peurs. Elle m'a dit qu'elle pensait à reprendre ses études. Je lui ai dit que je pensais à adopter un chien. Elle a ri et a dit que j'étais trop responsable pour avoir un chien, que je serais une de ces personnes qui achètent des tenues assorties pour moi et le chien. Je lui ai dit qu'elle avait probablement raison. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas basé sur des rôles ou des obligations, quelque chose qui était basé sur le choix. À l'automne, ma grand-mère a eu 80 ans. Nous lui avons organisé une fête chez elle. Toute la famille est venue, même des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Ma grand-mère était assise dans son fauteuil, tenant sa cour, racontant des histoires et riant. Elle portait une couronne que ma mère avait faite avec des fleurs en papier. Elle ressemblait à une reine. À un moment donné, elle m'a appelé. Elle a pris ma main et m'a regardé avec ses vieux yeux perçants. « Tu es heureuse maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai souri. « Je suis bien. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Le bonheur. » Je me suis penché et je l'ai embrassé sur la joue. « Je sais, grand-mère. Je sais. » Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, j'ai aidé ma mère à nettoyer. Nous avons fait la vaisselle ensemble dans la petite cuisine, juste nous deux. C'était calme. La maison était remplie de l'odeur du vieux bois et des fleurs. Ma mère m'a tendu une assiette à essuyer. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a parlé. Tu sais, quand je repense à cette époque, le mariage, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ces choses. Je n'arrive pas à croire que j'étais cette personne. C'est comme si j'étais possédé par quelque chose. Toute la pression, toutes les attentes. Je voulais tellement que tout soit parfait pour Élise. Et je me suis convaincu que tu n'avais pas besoin de moi, que tu comprendrais, que tu irais bien. J'ai essuyé l'assiette et je l'ai posée. Je n'allais pas bien. Je sais. Je le vois maintenant. J'étais tellement concentré sur une fille que j'ai oublié que j'en avais deux. Je t'ai prise pour acquise. Je pensais que parce que tu étais forte, tu n'avais pas besoin de moi. Mais tu avais besoin de moi. Tu avais besoin que je sois là. Et je ne l'ai pas été. Je l'ai regardée. Elle pleurait. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je vais continuer à être là. Je te le promets. Je l'ai cru. Je ne l'ai pas cru parce qu'elle a fait une promesse. Je l'ai cru parce qu'elle était là depuis 1 an. Elle avait été constante. Elle avait été honnête. Elle avait été présente. Et c'est ça, la confiance. Elle ne se construit pas sur des mots. Elle se construit sur des actions. Et ces actions correspondaient enfin à ses paroles. Je suis retourné à Miller S. le lendemain. Le trajet de 18 heures m'était devenu familier maintenant. Ce n'était pas un voyage de désespoir, d'espoir ou de guérison. C'était juste un trajet. J'ai écouté de la musique. J'ai pensé à ma vie. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 2 ans, conduisant vers un mariage auquel elle n'était pas autorisée à assister, espérant être vue. Et j'ai pensé à la femme que j'étais maintenant, rentrant chez elle, à une vie qu'elle s'était construite. Une vie remplie de gens qui la voyaient et l'aimaient pour ce qu'elle était. Je n'étais pas la même personne. J'avais grandi. J'avais changé. Et pour la première fois de ma vie, j'étais fier de ce que j'étais devenu. Cela fait 2 ans depuis le mariage. 2 ans que je me tenais devant ce vignoble, exclu de la célébration de ma sœur, repoussé par les personnes qui étaient censées m'aimer. 2 ans que ma mère m'a appelé, exigeant que je paie $38 000 pour un mariage auquel je n'étais pas autorisé à assister. 2 ans que je lui ai ri au nez et que je lui ai dit non. Ce moment a tout changé. C'était la première fois que je disais non à ma famille. C'était la première fois que je me choisissais. Et c'était le début d'un voyage qui m'a mené ici, à ce moment. Assise sur mon balcon à Miller S. Regardant le soleil se coucher sur le parking, ressentant la paix dans ma poitrine. Ma vie n'est pas parfaite. J'ai encore des moments de doute. J'ai encore des moments où les vieux sentiments de ne pas être assez bien refont surface. Mais j'ai des outils maintenant.
J'ai des limites. J'ai des gens dans ma vie qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Mes parents et moi avons une relation basée sur le respect mutuel. Ce n'est pas la relation dont je rêvais enfant, mais elle est réelle. Elle est honnête. C'est suffisant. Élise et moi sommes de nouveau proches. Elle a déménagé dans une nouvelle ville l'année dernière, un nouveau départ. Elle va à l'école de design graphique. Elle sort avec une femme nommée Sam qui la fait rire. Je suis heureuse pour elle. On se parle toutes les semaines. On se rend visite quand on peut. Le passé ne revient plus beaucoup. Nous sommes trop occupés à construire l'avenir. Ma grand-mère a 82 ans maintenant. Elle est toujours dans sa maison, à jardiner, à nourrir Boots le chat. Elle ralentit, mais son esprit est toujours aussi fort. Je lui rends visite tous les quelques mois. Je m'assois sur son porche et je regarde le monde passer. Elle me raconte des histoires de sa jeunesse. Je lui parle de ma vie. Elle termine toujours nos conversations de la même manière. Souviens-toi, tu es un diamant. Ne laisse personne ternir ton éclat. Je n'oublie jamais. Je suis toujours hygiéniste dentaire. Je nettoie toujours des dents et je parle de fil dentaire. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est le mien. Je suis doué pour ça. J'ai un petit groupe d'amis maintenant. Maya est ma meilleure amie. Nous dînons ensemble tous les jeudis. Nous allons au cinéma. Nous nous plaignons des rencontres amoureuses. Je ne suis pas en couple, et ça me va. J'ai appris qu'être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. J'ai appris que la relation la plus importante que j'aurai jamais est celle que j'ai avec moi-même. Le collier que ma grand-mère m'a donné, le diamant en argent, est toujours autour de mon cou. Je le porte tous les jours. Il me rappelle qui je suis. Il me rappelle ce que j'ai survécu. Il me rappelle que je suis digne d'amour. Pas à cause de ce que je fais ou de ce que je donne, mais à cause de qui je suis. Je suis Wanda Goodwin. J'ai 34 ans. Je suis forte. Je suis assez. Et je suis libre. En y repensant, j'ai réalisé que les 38 000 $ n'ont jamais vraiment été une question d'argent. C'était une question de contrôle. Mes parents ont essayé de m'utiliser une dernière fois, de me faire payer pour un mariage auquel ils avaient déjà décidé que je n'étais pas assez bien pour assister. Quand j'ai dit non, ils ont essayé de me détruire. Ils ont menacé. Ils ont menti. Ils ont manipulé. Mais je n'ai pas craqué. J'ai tenu bon. J'ai fixé mes limites. Et ce faisant, je leur ai appris quelque chose qu'ils n'avaient jamais appris. Je leur ai appris que l'amour n'est pas une transaction. L'amour ne consiste pas en ce que quelqu'un peut faire pour vous. L'amour, c'est être présent, et respecter les personnes que vous prétendez aimer. Je ne suis plus en colère. J'ai laissé ça derrière moi il y a longtemps. Je ne garde pas de rancune. Je n'attends pas que quelqu'un me rembourse. Je ne tiens pas les comptes. Je vis juste ma vie. Et c'est une bonne vie. C'est une vie que j'ai construite de mes propres mains. Brique par brique, limite par limite. C'est une vie qui m'appartient. S'il y a une chose que je veux que les gens retiennent de mon histoire, c'est ceci. Vous n'avez pas à vous mettre le feu pour tenir les autres au chaud. Vous n'avez pas à donner jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Vous n'avez pas à accepter les mauvais traitements au nom de la famille. La famille est censée vous élever, pas vous rabaisser. Et si votre famille ne peut pas le faire, vous avez le droit de construire la vôtre. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de protéger votre paix. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de soi. C'est nécessaire. Je parle toujours à mes parents. Je les aime toujours. Mais je m'aime plus. Et ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la survie. C'est la leçon que j'ai apprise lors de ce trajet de 18 heures de retour à la maison après avoir été repoussé du mariage de ma sœur. J'ai appris que je valais plus que l'amour qu'on m'avait donné. J'ai appris que j'étais capable de me donner l'amour que j'avais toujours voulu d'eux. Et c'est la chose la plus puissante que j'ai jamais apprise. Maintenant, si vous regardez ceci et que vous avez des difficultés avec la famille, avec les limites, avec le sentiment de ne pas être assez, je veux que vous sachiez que vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Ne laissez personne vous dire le contraire.
Ne laissez personne vous faire sentir que vous devez mériter votre place à la table. Vous avez votre place. Vous comptez. Et vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir. Je suis Wanda. J'ai 34 ans et je suis enfin complètement en paix. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. J'adorerais entendre vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre famille? Comment ça s'est passé? Dites-le moi. Merci d'avoir regardé.